Alors on a l'habitude, on a déjà vu ça plusieurs fois, on a la coutume de relier la halakha avec la paracha. La halakha hebdomadaire avec la paracha qui lui correspond. Et alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme... qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la paracha de Vaishlach? Il y a écrit dans Vaishlach quand Yaakov prépare le cadeau à Esav, alors on dit qu'il se retrouve, il traverse le Yabok, comme il dit Rashi, il faisait le passeur, passait les femmes, les enfants, les chameaux, tout ce qu'il a ramené de chez Lavan. Et il te dit, il s'est retrouvé tout seul. Et à ce moment-là, il y a eu comment on appelle ça, un ange qui l'a attaqué. Qu'est-ce qu'il a été faire? Pourquoi il était tout seul? Il dit parce que une fois qu'il a fait passer tout le monde, ses femmes, ses enfants, ses animaux, toutes ses affaires, il a écrit Vaïvater Yaakov. Il s'est retrouvé tout seul, le vado. Et avec Ishimo, il y a un monsieur qui l'a combattu. D'accord? Maintenant, le Rashi, il dit pourquoi il s'est retrouvé tout seul. Parce qu'il dit Shachach Pakim Ktanim. Il a oublié là-bas des petites cruches. Il avait oublié des petites cruches de l'autre côté du Yabok. D'accord? Et il a été les rechercher. Donc, bien qu'il avait une fortune colossale, et des serviteurs, et on ne comptait plus sa fortune. Alors, très curieusement, on le voit qui traverse le Yabok en pleine nuit pour récupérer des petites cruches. D'accord? Alors bon, évidemment, la Kabbalah, la Chassidut, elle explique qu'il s'agit des Nitzutzot de Gdusha qu'on est censé aller chercher dans la galoute, comment la venue du Mashiach, etc. Mais au niveau halachique, ça soulève une question. Quelle est la limite entre l'avarice et la générosité? Pourquoi Yaakov il a fait ça? Pourquoi? C'est bizarre, il aurait pu dire, bon, surtout qu'il a risqué sa vie puisqu'il s'est fait attaquer par l'ange. Tu aurais pu dire, il a retraversé tout un fleuve pour ramasser des petites cruches, alors qu'il était, comme on dit en argot, plein aux as. Alors, on dit que ça nous apprend que l'argent, la valeur financière qu'un juif il a, ça n'a pas simplement une valeur financière, ça a une valeur spirituelle. Et donc, il y a écrit de la même façon qu'Hachem chas al-mamonam chez l'Israël, de la même façon que Dieu il a pitié de l'argent des Juifs, Dieu il a pitié de l'argent des Juifs, on dit que le Juif lui-même il doit avoir pitié de son argent et de l'argent des autres. D'accord? La rousse, ça veut dire avoir pitié. Alors, d'où on apprend. Alors, justement, quelle est la définition d'avoir pitié de l'argent? On apprend ça comme vous le savez déjà, on apprend ça des lois de pureté et d'impureté. On dit que quand il y avait une maison qui avait la lèpre, alors on te dit, le Kohen, avant qu'il vienne trancher que s'il y avait la lèpre ou pas, puisqu'il y avait la lèpre, il fallait tout tremper au mikvé. On allait vous amuser à tremper un
un fauteuil Louis XV, ou un canapé Renaissance dans le mikvé. C'est évident que si ou un matelas. Si vous trempez ça dans un mikvé, vous l'avez tué. Donc là, avant que le Kohen n'arrive, on leur disait, soyez gentils, dégagez tout ce que vous avez dans la maison. Comme ça, quand le Kohen va dire impur, alors vous n'avez pas rendu impurs les objets qui étaient dehors. Puisque dès que c'est décrété impur, il faut les cachériser. Mais s'ils sont dehors, ils n'ont pas de statut d'être impurs, pour l'instant. D'accord ? Et la Gemara, elle dit quoi ? Mais quel est le problème ? Quel est le problème ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de perdu dans l'affaire ? D'accord ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de perdu ? Ben, la Gemara, elle dit des petites cruches, par exemple. Il y a des petites cruches en argile qui ne sont pas cachérisables. Le métal, le bois, le plastique, tout ce que vous voulez, hop, tu trempes au mikvé, tu l'as récupéré. Mais les petites cruches en métal, en argile, les petites poteries qui valaient pas grand-chose déjà à l'époque, pour ne pas te les faire gaspiller, tu es obligé de les jeter, parce qu'on peut rien faire avec, la Torah, elle t'a dit, sors-les avant que le Kohen n'arrive. Donc de là, on voit que la Torah a pitié de l'argent des gens. La Torah a pitié de l'argent des Juifs. Et on voit ça dans beaucoup d'exemples que je ne vais pas vous citer parce que c'est trop lourd. Dans le Beth Amikdash lui-même, on évitait que le tzibour ne gaspille de l'argent trop, parce que c'est de l'argent du public, avec le martzit shekel. On évitait que le public gaspille trop d'argent. Donc si on pouvait prendre des kélim en argent au lieu qu'ils soient en or, ou des kélim en cuivre au lieu qu'ils soient en argent, on le faisait. Et même dans les sacrifices qu'on faisait, quand on pouvait éviter de gaspiller quelque chose, on le faisait. On voit un exemple intéressant à Hanouka. Le Rambam, il dit que quand les Bnei Israël étaient riches, alors la Ménorah était en or, comme la Torah l'a demandé. Mais quand ils étaient pauvres, contrairement à ce qu'on aurait fait dans une autre religion, d'imposer le peuple malgré tout, la Torah, elle a dit non, les Chachamim, ils ont dit non, il n'y a pas les moyens d'offrir une Ménorah en or, même en argent, même en verre, allez, en bois. Donc on prenait une Ménorah en bois, ce qui n'était pas spécialement beau, pour ne pas mettre sur le public les frais de la Ménorah du temple. Et pourtant, c'était la Ménorah du temple. C'était un truc utile à éclairer tout le peuple juif. Donc on voit que à beaucoup d'exemples, on voit que les Chachamim nous apprennent que la Torah a pitié de l'argent des Juifs. Donc si la Torah a pitié de l'argent des Juifs, tu dois aussi apprendre que la Torah t'oblige à avoir pitié de ton argent et de l'argent de ton prochain. Donc on apprend ça à Yaakov. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà au niveau chinuchi, au niveau de l'éducation des enfants qu'on a à la maison, ou des gens dans une yeshiva ou dans une école, on doit apprendre aux gens à ne pas gaspiller inutilement quelque chose. Vous auriez pu attaquer, c'est ce que les commentateurs font, ils attaquent en disant, mais il y a écrit que dans un endroit de richesse, on ne doit pas montrer de la pauvreté. Il y a un principe comme ça, d'accord ? Dans un endroit de richesse, tu ne dois pas montrer de la pauvreté. Et il y a, comment il s'appelle ? Il y a Aaron Torza. Vous connaissez Aaron Torza, le fils de Chaim. Il a son fils qui est... Aaron, donc, il est chaliard en Autriche. Chaliard du Rabbi à Vienne. Dans la capitale des Habsbourg. Et là-bas, il y a le palais des Habsbourg. Un des plus beaux palais d'Europe. Alors, le Rav Ashkenazi,
qui était de Kfar Hamad, qui était de visite là-bas, il lui a dit, je t'en supplie, fais-moi visiter le palais des Habsbourg. Je veux m'imprégner de ce que c'est la richesse. Alors, non, celui d'avant, de l'époque. Il avait eu besoin, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé en Vienne, et lui, comme il était à Vienne, il s'est dit, ah, si déjà je mets les pieds dans une ville aussi prestigieuse, c'est les plus belles villes du monde, je veux aller voir le palais des Habsbourg. Alors, tout le monde s'accorde, enfin les Français en tous les cas s'accordent à dire que c'est une vulgarité, parce qu'ils ont essayé d'imiter Versailles. Ils ont essayé d'imiter le faste des Français, mais on dirait les Havdil, j'allais dire, quand les Israéliens un peu populaires, ils essayent d'imiter non, ils essaient d'imiter les meubles français, vous voyez. Alors ça dépasse de partout, le bois, le velours, donc c'est toute la différence entre la classe et la grossièreté, quoi. Moi, j'avais une voisine à Guilot, que Dieu la bénisse, puisqu'elle est toujours vivante. Elle a vu nos chaises, on avait des chaises de Paris, de l'artisan parisien. Elle m'a dit, ma mère, elle a les mêmes, mais il y a plus de bois. Alors on a rigolé, parce qu'en réalité, ça y est, dès que tu as mis plus de bois, ça n'a plus rien à voir, ça fait vulgaire, ça fait gros coco, c'est vilain comme tout. Donc les Autrichiens, bien qu'ils soient européens, etc., ils ont fait un palais où il y a de l'or partout, il y a de l'argent partout, ça crie partout. Il n'y a aucun raffinement qu'il faut, le ciselé du Versailles, machin. Donc, et pourquoi? Parce qu'on ne doit pas montrer de la pauvreté dans un endroit de richesse. C'est un principe que même les goïms ont compris. Tu es invité à l'Élysée ou à la Maison Blanche, ça ne se fait pas que Obama il t'ouvre une canette de coca à 5 shekels. Ou à l'hôtel Hilton de Tel Aviv, il ne va pas t'ouvrir le serveur une canette de coca. On n'est pas avec une paille, on n'est pas dans la Tachana Merkazit. Donc, on dirait que ses habits viennent de chez Leader. Il paraît qu'il est habillé très simplement. Oui, non, les gens peuvent individuellement être habillés très simplement. D'abord, le très simplement de Bill Gates, il doit avoir des chaussettes d'une simplicité. Il a mis beaucoup de temps à les trouver, parce que ça coûte $1000 la paire, quoi. Vous ne croyez pas que la simplicité, elle est... Des fois, il y a la simplicité qui coûte très cher, parce que c'est fait exprès d'être simple. Mais Kitso, individuellement, tu peux faire ce que tu veux, mais au niveau d'un endroit officiel, tu ne peux pas t'amuser, tu as un standing. Standard, disent les Israéliens. Standing, tu dois te maintenir. Donc tu aurais dit, ben voilà, s'il y a un standing particulier, donc ne me dis pas que je dois économiser. Par contre, je ne peux pas mettre une assiette en plastique, je suis obligé de mettre une assiette en cristal. Alors, comment ça marche? Alors on dit, oui, c'est vrai, il y a un sujet de niveau. Un sujet de niveau. À ce moment-là, ça ne s'appelle pas du gaspillage. Si moi je suis extrêmement raffiné et que j'ai les moyens, évidemment, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas les moyens, j'ai les moyens, mais il n'y a aucune raison que je me prive d'acheter de la vaisselle hyper chère plutôt que de prendre une vaisselle pachoute, simple. Parce que j'ai les moyens. Mais on voit bien que maintenant, Yaakov Avinu, bien qu'il était immensément riche, il a récupéré des petites cruches. Alors comment ça marche? Alors on dit non, parce qu'on ne faut pas confondre investir dans le beau et gaspiller. C'est pas parce que tu as des verres en cristal ou des assiettes de Limoges et de la vaisselle en porcelaine que tu dois gaspiller. Ça, c'est pas bien de gaspiller. Comme les Havdil, les Russes. Au palais du Tsar, ils avaient des verres cristal de France qui leur coûtaient une fortune. Et une fois qu'ils avaient bu la vodka, bam, ils jetaient le verre. Ils cassaient le verre.
Alors il y en a qui disent que c'est pour éviter d'être empoisonné. Hein? Mais en réalité, c'est du gaspillage pur. C'est du gaspillage pur, c'est pas... Pardon? Si jeter le verre, quel rapport que ce soit empoisonné? Pour pas qu'on les serve dans le même verre à nouveau. Parce que la première fois que je t'ai servi un verre, tu as bu, tu as vu qu'il t'est rien arrivé, tu dis allez, remets-moi ça, et à ce moment-là, le serveur, il veut t'empoisonner. Donc tu jettes le verre pour qu'il n'y ait pas de risque. Mais ça, c'est une blague. Donc ça, c'est du gaspillage. Hein? Chez les grands rebbes, hein? Les grands rebbes chassidiques, Sadigora, etc., ils étaient extrêmement riches. Extrêmement riches. Mais ils gaspillaient pas. Ils achetaient des choses qui valaient très très cher, mais ils les jetaient pas, ils les gardaient. Et des fois, ils les offraient aux belles filles, aux enfants, ça continuait. Là, tu as le droit. Ça s'appelle pas épargner l'argent des gens. Si tu as les moyens, va cacha. Tu as les moyens, va cacha, fais-le. Moi, j'avais comme... Quand nous étions riches, nous étions en Suisse, et ma grand-mère, elle s'était liée d'amitié avec une milliardaire de son âge, une dame d'un certain âge, une rescapée de la Shoah. C'était une dame qui changeait 5 fois d'habit tous les jours. Le petit déjeuner, après à 10h, après à midi, après à 3h, après à 5h. 5 fois, elle changeait les habits tous les jours. Et ma grand-mère nous disait, enfin moi je m'en fichais parce que j'étais petit, elle disait, elle avait les bijoux et les pierres précieuses assorties à ses habits. C'est-à-dire, quand elle était habillée en vert, elle était tout en émeraude. Hein? Après, elle mettait ses habits en rouge, tout en rubis, tac, tac, tac. Que ce soit les boucles d'oreilles jusqu'au... Hein? Et très, très simple. C'était pas elle montrait. C'était une simplicité énorme. Mais vous auriez pris un rubis à elle, vous auriez pu vivre 1 an avec, quoi. Et elle était très, très simple. Donc, c'est pas qu'elle était gaspilleuse. Elle était classe, quoi, comme on dit. Elle s'appelait Madame Good, d'ailleurs. Madame Good. Alors, une dame très, très classe, comme ça, qui avait traversé la Shoah, et son fils s'était installé en Amérique, elle était devenue riche, etc., etc. Et donc, comme l'Amérique, c'est pas beau, elle venait passer ses vacances en Suisse. Donc ça ne dérange pas. Si tu as de l'argent, va cacha, achète-toi les plus belles choses, offre aux pauvres les plus belles choses, ça ne dérange pas. Là, on parle de ne pas gaspiller. Gaspiller, ça veut dire... Mes enfants, ils se moquent de moi, d'ailleurs, à chaque fois. Quand il y a des petits papiers qui restent, ils disent, bah, tiens, papa, tiens, garde les petits papiers pour marquer les Louis Nishmat et tout. Je dis, oui, donnez-moi, je garde tout. Je ne gaspille pas. Voilà. Les élèves, ils y retournent. Voilà, bah, très bien. Alors, hop, j'ai gaspillé, c'est pas bon. Oui, je vous ai raconté que le rabbi faisait ça. C'est quand on m'a vu faire, on m'a dit, mais ne crois pas, le rabbi faisait ça. Quand il recevait une lettre, une lettre, alors il y avait 2 lignes par exemple, et puis tout le reste était blanc. Alors le secrétaire, il a dit qu'il prenait une règle, il coupait le morceau de lettre, il le mettait dans les archives, et le papier blanc, il le gardait pour écrire. Alors, mes enfants, ils se moquent parce qu'ils disent, à notre époque de gaspillage, ça fait ridicule. Ah bah, je lui dis, moi je supporte pas. C'est viscéral. Je ne supporte pas le gaspillage. Donc c'est ce qu'il te dit. Et pourquoi? Et le Ben Ishraï, il te dit simplement parce que ce qu'a fait Yaakov, c'est parce qu'il y avait des étincelles dedans, dans ces petites cruches. Donc, ma pitom, que si Dieu te les a donnés, tu dois ne pas t'en servir. Il y a écrit dans les livres de mystiques qu'il y a des gens qui reviennent en Gilgoul à cause de ça. Hein, qui reviennent en Gilgoul à cause du gaspillage. Parce qu'ils ont gaspillé telle et telle chose, on les fait revenir pour ne pas gaspiller. Donc c'est un problème de gaspiller. Pardon? Ils reviennent en tant que quoi? En tant qu'eux-mêmes. D'accord, mais Il faudra plus gaspiller. Oui, un gâteau qu'ils n'ont pas mangé, ils l'ont jeté à la poubelle, ils reviennent en Gilgoul, parce qu'on va leur remettre les étincelles qu'il y avait dans ce gâteau.
Mais ces gens-là, ils le savent, qui reviennent. Non, alors c'est ça qui est écrit dans les livres de Kabbalah, que les Gilgulim, c'est ça le drame du Gilgul, c'est que quand quelqu'un revient en Gilgul dans un animal, ou un végétal, ou un minéral, il le sait. Hein? Donc s'il y a quelqu'un qui est dans ce gâteau, il sait qu'il est le Gilgul, et il attend, il dit, vive Bezrat Hashem, qu'on ne me jette pas à la poubelle, comment je fasse une bracha et qu'on me mange. Et heureusement que je ne suis pas tombé dans un chouk arabe, ou alors dans une grande surface en Amérique. Je veux être mangé par des Israël qui vont faire des brachot. Donc le Gilgul de animal, végétal, humain, minéral, on le sait. Mais le Gilgul humain, ça on ne le sait pas. Alors c'est quoi? Dieu il nous joue des tours. Donc le bon Dieu, il envoie quelqu'un en Gilgul et il ne le lui dit pas, il ne le sait pas. Donc ça c'est une autre paire de manches. Donc on voit bien que la base même de ne pas gaspiller l'argent de soi et des autres, et donc c'est même un chesed que tu dois faire aux gens, de ne pas gaspiller leur argent. Donc si tu sais que quelqu'un il a oublié sa veste quelque part, ou un objet à lui quelque part, ou ta casquette, ouais, c'est ça, tu ne dois pas dire ouais, elle vaut 10 shekels cette casquette, allez hop, allez, dans les archives. Non, parce que même si la valeur marchande n'est pas élevée, le nitzotz divin qu'il y a dedans ne t'appartient pas, donc tu dois l'élever. Voilà, donc c'est une halakha meforeshet qu'il faut travailler entre le fait de ne pas montrer de la pauvreté dans un endroit de richesse, et d'un autre côté, ne pas gaspiller sous prétexte qu'on veut montrer de la richesse. D'accord? Alors maintenant, il y a des gens qui me disent, mais peut-être qu'à notre époque, la définition du gaspillage est différente qu'avant. Non. D'accord? Vous pourriez dire comme ça. Vous voyez, par exemple, dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les salles de fête, en Angleterre, en Angleterre, ils dépensent 65% de ce qu'ils achètent de nourriture, ils jettent. Les Anglais, c'est pratiquement les plus gaspilleurs qu'il y a. Bon, c'est vrai que c'est dégoûtant, ils peuvent jeter. Les petits pois à la confiture. Les petits pois à la confiture, moi, quand j'étais en Angleterre, j'étais obligé d'aller en Angleterre. Bon, là, j'allais. Alors, la dame, elle était très gentille. Quand j'arrivais le soir, elle me disait « Oh, it's good, it's sweet ». Alors, elle me servait des gros petits pois, on aurait cru des agates, avec de la marmelade de trucs. Alors moi, je faisais semblant de manger, mais c'était infect. Et après, on allait tous en groupe acheter des chips dans le café du coin. Donc ça veut dire que la question se pose, est-ce qu'aujourd'hui, ce guéder de gaspillage existe encore ou pas? Vous voyez bien, les chats de Jérusalem, comme ils sont gros, ils n'arrivent même pas à marcher tellement ils sont gros, parce qu'ils dans les poubelles de Jérusalem, ils trouvent carrément des pains entiers, des plaques entières c'est aberrant. Hein? Dans d'autres villes, ils ont mal choisi leur choix, leur endroit, mais à Jérusalem ou à Tel Aviv, ils sont gras. Alors, est-ce que oui ou non, le guéder a changé? Apparemment, comme j'ai dit aux ceux qui posent la question, on n'a jamais vu les rabbinim du monde moderne dire à partir de maintenant, non, il n'y a plus le guéder de Baltachrit. Non, le gaspillage n'existe plus. Ah, de quoi on parle alors? On parle de santé. S'il y a un problème de santé, là, tu ne dois pas jouer là-dessus. D'accord? Bah oui, dans un hôpital ou dans l'armée. Moi, je me rappelle à l'armée, des fois, on se retrouvait, on était 5 dans une base gigantesque. Alors, j'avais un entrepôt à moi tout seul. Vous aviez des fromages de 50 kilos, des olives de 25 kilos, des confitures de 40 kilos, des trucs de... Alors, des fois, j'avais envie d'une olive, par exemple. Allez, tiens, je vais manger une olive. À 10h du soir, j'allais dans le Marsal,
je prenais une caisse de 25 kilos d'olives, j'ouvrais la caisse, je mangeais une olive. 2 heures après, le gars il me dit, mais tu es fou, faut jeter. Alors il jetait la caisse, 25 kilos. Ben, je dis, attends, mais tu me mets au frigidaire, on va la manger. Il me dit, non, 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 interdit. Dans l'armée, arrive minuit, tu dois tout jeter. Ah, c'est quelle baltacherie, mais quel gaspillage. Vous voyez, des fromages Saouba, là, ça coûte très cher, là, les trucs de Tara, là, des gros trucs de 10 kilos, prenez une tranche, hop, et jetez le reste. Oh là là. Gaspille, on a peur de s'empoisonner, tout ce qu'on a, on jette. Moi, j'étais petit, là. Ouais, non, mais ils peuvent pas, parce que c'est pour des... Ils achètent en... C'est eux qui font marcher l'économie. Vous croyez que les usines, elles fonctionnent avec l'exportation ou les gens des macolettes? Elles vivent avec les hôpitaux et l'armée. C'est une quantité énorme. Mais pourquoi c'est si Donc, important dans les hôpitaux à manger? Ils peuvent pas les Ça, c'est laisser. peut-être parce qu'ils n'investissent pas dans les cuisinières. Donc, Bekitso, s'il y a un sujet de briout, alors c'est évident qu'on ne joue pas là-dessus, d'accord? Que si tu laisses traîner des huiles de falafel, bon, c'est évident que la briout passe avant le gaspillage. Mais a priori, tu dois donc calculer en fonction du gaspillage. En tous les cas, dans ta vie privée. D'accord? Dans ta vie privée, c'est comme ça. Tu as besoin d'un yaourt, tu n'achètes pas 10 yaourts pour les jeter après. Voilà. Et ça, c'est la même chose pour les autres. D'accord? Moi, je connaissais des gens, ils faisaient des courses pour leur grand-mère. Des enfants vieux. Alors, je le voyais acheter ma collègue, je lui dis, mais attends, pour ta grand-mère, tu achètes tout ça? Oui, ma grand-mère, ouais, parce que si je lui achète ce fromage, elle va dire qu'il n'est pas bon, donc j'achète tous les styles. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle fait après avec le reste? Elle me dit, bah, il jette. Alors, je lui dis, espèce d'idiot, téléphone-lui, dis-lui, mémé, tu veux du fromage blanc ou du fromage jaune? Ah non, 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 elle m'a donné 100 shekels, je vais tous les dépenser. Vous avez compris? Ça se voit qu'il a jamais crevé de faim. Donc c'est ce qu'on appelle gaspiller l'argent du prochain. Et ça, c'est rigoureusement interdit et déconseillé. Voilà. Ça, c'était le sujet de la halakha. Moi, je peux faire ça, on est tellement mal payé, travailler 1 heure, on gagne 900 shekels. Oui, ben oui. Ça peut dire c'est fou. Ouais. Bah, je vous ai pas raconté l'événement que j'ai vu qui m'a retourné jusqu'à aujourd'hui. Un Bachor Yeshiva avec son copain, il prenait son chapeau de 1000 shekels, tu vois, un beau borsalino, il l'écrase, il le piétine, et puis il dit à son copain, il dit, avec ton père, tu prends la casse-pommade, et voilà. J'allais lui donner 2 gifles. Je lui ai dit, peut-être il va me les rendre. Hein? J'ai dit, mais ils sont fous. Ouais, mon père, il a le casse-pommade. Alors, il écrasait le chapeau pour dire que c'est ton père qui paye. Ah, j'ai dit, moi, si j'avais des enfants comme ça, je me serais tiré une balle dans la tête. Ah oui, c'est honteux. Ouais, bah, le chapeau, la veste, le truc, allez, papa, il paye, on s'en fiche. Pas une fois, mais on paye pas. Non, mais il y en a... Les parents donnent leur enfant. Mais écoutez, soyez observatrice. Moi, quand j'étais petit, au lycée Jacques Decour, à Rhodes, à la fin de l'année, on récupérait nos affaires, parce que le surveillant général, il passait dans les classes, il disait, toutes les affaires qu'on va récupérer en juillet, on les jette. Donc on prenait tout. Mais dans les yeshivot, toutes les yeshivot, non, vous voyez quand le Zman arrive, vous voyez des chapeaux, des pulls, des manteaux d'hiver, des parapluies, des iPhones, des trucs. Alors vous dites, attends, mais tu viens les récupérer? Oh non, il ne viendra pas, ça y est, quoi. Comment ça y est? Alors, donc il gaspille tout, les stylos, tout ce que vous voulez. Donc ça veut dire que c'est un chinour occidental du gaspillage. Et le problème, c'est qu'ils font ça sur le dos des parents. Parce que les parents, c'est très souvent des gens qui suent pour gagner un shekel, et eux, hop, allez, je te jette tout par la fenêtre. Donc c'est interdit de faire ça. C'est une mauvaise éducation. On doit les éduquer mieux que ça. Il faut apprendre aux gens à cette halakha, que c'est une mitzvah de la Torah, de baltachrit, de ne pas gaspiller.
Alors, ne pas gaspiller, ça, et ça, on doit le garder. On doit garder ça. Voilà. J'ai l'impression dans le monde religieux, les gens ils prennent les halachot qui les conviennent. Et puis, Voilà. Moi, je me moque. Quoi. Moi, je me moque dans les chivas, je leur dis, vous savez, pourquoi j'ai mis les 10 commandements sur le rideau, là? Je dis, pour savoir qu'à les chivas aussi, ça existe. Les 10 commandements, c'est pas que pour les chilonim. Tu ne voleras pas, tu ne tueras point, tu n'insulteras point. C'est même pour les religieux. Ne pas voler, ne pas mentir. Ah oui, il y a plein qui considèrent que il y a le judaïsme pour le Tel Aviv. Mais nous, on n'a pas besoin, tu vois. Effectivement, il y a un abus. Voilà. Maintenant, au niveau de la pensée juive, la shkafa, la chassidoute, ce que vous voulez, il y a une idée dont on a déjà parlé plusieurs fois et qui se retrouve dans la paracha. La petite Dina, quand il traverse le fleuve, il écrit, il a mis ses enfants, ses garçons, ses femmes, etc. Alors Rachid, évidemment, pose la question, et Dina, où elle est passée? Alors il dit, il l'a mise dans la caisse, dans une caisse. Il l'a planquée dans une caisse avec des trous, sûrement, pour que Esav ne la voit pas. Pour que Esav ne la voit pas. Il parle durement, Rachid dit, pour que Otto Racha, que ce bandit-là de frère, ne la voit pas et qu'elle ne tombe pas dans son lot. Maintenant, il y a une question qui se pose. Cette question-là, on l'a déjà vue avant. Elle avait 3 ans. Mais à l'époque du Tanakh, si vous avez remarqué, les âges ne voulaient rien dire. Ouais. Ne voulaient rien dire puisqu'elles se mariaient, elles avaient des règles du répondant. C'est pas les enfants d'aujourd'hui, quoi. Ouais. D'ailleurs, on voit dans les Havdil, les Arabes ou les Noirs, dans les pays sous-développés, mais très petits, non, ils sont très mûrs. Dans les pays noirs, par exemple, vous voyez des films, vous voyez, à 3 ans, ils prennent la culture du riz, du millet, ils savent vendre en Chine, ouais, dans les pays sous-développés. C'est les pays occidentaux qui sont débiles. Hein? Autant de Émile Zola et Victor Hugo, hein, vous aviez Cosette à 6 ans qui travaillait. Maintenant, vous voyez des bonnes femmes à 25 ans, elles ne savent pas encore quoi faire de leur peau, quoi. À part caissière. Me mettre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez, chez les garçons, c'est encore pire. Les garçons, à 7-8 ans, ils étaient apprentis chaudronniers, ils portaient des baignoires et des trucs comme ça. Là, vous voyez, à 25 ans, je suis encore à la fac, je ne sais pas trop ce que je vais faire, si je vais finir mon doctorat de trucs. Puis à 30 ans, j'ai commencé plus ça va et plus les gens traînent avant d'être mûrs. Donc on voit que l'âge ne voulait rien dire à l'époque. Donc maintenant, cette petite Dina, donc il la planque dans la caisse, et il dit, de peur que mon frère la voie, et il ne voulait pas qu'elle... Bon, maintenant la question se pose. Sa femme lui-même, Léa, d'accord, elle dit, la Torah, elle te dit qu'elle avait des tout petits yeux parce qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. Parce qu'elle a dit, si il se marie avec ma sœur, moi je vais être obligé, Jacob, moi je vais être obligé de me marier avec Esav. Alors maintenant les commentateurs ils posent une question, ils disent, attends, regarde. C'est quoi cette histoire là d'être obligé, pas obligé? On n'épouse pas une femme sans son consentement. D'accord? On revient avec la petite Rivka. D'accord? La petite Rivka. Ben, vous vous rappelez de l'histoire. Eliezer arrive. Tout feu, tout flamme. Il dit, ouais, il n'y a pas de problème. C'est bon. C'est bon. D'accord? Le lendemain matin, puisqu'il dort là-bas, Eliezer avec ses accompagnateurs et ses chameaux, le lendemain matin, il dit à Bethuel,
et à Lavan. Bon, ne me faites pas traîner parce que il faut que je retourne. Alors il dit, attends, il faut demander à la fille. Ma putain, pour hier, tu n'as pas demandé à la fille. Pourquoi maintenant tu demandes? Ah ouais, ça c'est la femme. D'accord. Alors on répond qu'en fait, bon ça c'est très tarabiscoté comme explication, on répond tout simplement que Monsieur Eliezer, il a ramené des fruits d'Israël. Rachid ramène. Qu'il a ramené des migdanot, des choses extraordinaires, c'est des fruits d'Israël. Bon, déjà, les meraglim, les fruits d'Israël, ça veut dire un grain de raisin, il pesait 40 kilos. Donc, ils voient ça, des dattes énormes, des trucs énormes, ils sont comme des fous. Des grains de blé gros comme des pastèques. Alors, il dit, oui, c'est bon, ça, c'est extraordinaire. Alors, il dit, et qu'est-ce qu'il lui dit, Bethuel? Il dit, attends, mais il y a la Kedusha d'Israël, on ne peut pas sortir ces fruits. On peut pas les sortir, les fruits. Comment tu as amené ça ici? Ah, il a dit, non, non, c'est dans la même journée. Je suis parti tout à l'heure, je suis arrivé maintenant. Et oui, d'accord, mais il a dit, mais au niveau du temps, c'est vrai, tu n'as pas dépassé 24 heures. Mais ici, c'est pas Eretz Israël. Alors, il lui répond, oui. C'était la Aram Naharaim, comme dit la Gemara, c'est la Syrie, la Syrie jusqu'à l'Irak. C'était les frontières d'Eretz Israël. Ça appartenait à Israël. Donc il dit, donc j'ai pas transgressé rien du tout, c'est encore Israël. Alors quand ils vont faire dodo, ils reviennent, il dit, attends, oh, pourquoi lui n'est pas venu lui-même? Quand on se marie, on vient soi-même. Pourquoi tu amènes un chaliar? Il y a écrit dans la Gemara, mieux soit qu'un chaliar. En plus, il faut voir la fille. Alors il dit, donc si tu nous... Alors qu'est-ce qu'il avait répondu? Mon maître, il ne peut pas se déplacer, il est au Lat Mima. Il n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Alors il dit, tu viens de me dire qu'on est en Eretz Israël, donc amène-le. Donc on ne te la laisse pas. Il y a Anguille sous roche. Vous avez compris, c'est un peu tarabiscoté, mais c'est sympathique. Moi non plus, j'ai pas compris le... Que vous n'avez pas compris? Monsieur Yitzhak ne doit pas bouger d'Israël, c'est pour ça que je me suis déplacé moi à Eliezer. Donc si les fruits que tu m'as amenés, ils s'appellent des fruits d'Israël, tu ne dois pas les sortir. À l'époque, on ne sortait pas les fruits d'Eretz Israël. Pourquoi? Mais la Kedusha qu'il y avait. Je comprends pas. Ça c'est depuis quand? Depuis tout le temps. C'est que comme aujourd'hui c'est de Rabbanan, etc., donc il y a un problème de... Non, mais aujourd'hui, les mitzvot d'Israël sont des mitzvot des Rabbanan, essentiellement. Non, mais attendez, quoi, ça veut dire qu'on est tout le temps en train de faire des avérotes quand on donne des légumes et des fruits ailleurs? Non, je veux dire... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Voilà. La Kedusha d'Eretz Israël interdisait de sortir les fruits à ce moment-là. Donc on te dit, puisque tu... Et lui répond, ce n'est pas Eretz Israël ici. C'est Eretz Israël encore ici. Là où vous habitez. C'est les frontières agricoles. Donc ils ont dit, si c'est les frontières agricoles, ton maître n'aurait pas dû sortir. Il aurait pu sortir alors. Puisque tu as dit qu'il n'a pas le droit de sortir d'Israël, mais tu me dis que c'est Israël, donc il peut. Donc puisqu'il peut, pas de mariage. Il n'a qu'à venir. Alors lui, il leur a dit, mais écoutez, on n'est pas obligé, voilà, on n'est pas obligé de le déranger. Si elle veut, ça change tout. Donc c'est pour ça qu'il lui demande. Sinon, ils n'avaient pas besoin de lui demander la veille. Puisque tout était clair, quoi. Là, putain, c'est plus clair parce que... Voilà, donc ils lui ont demandé son avis à ce moment-là. Elle a dit, et qu'est-ce qu'elle dit? Elle est, j'y vais. Donc on voit bien que pour se marier, il faut le consentement des deux. D'accord? Donc la question se pose, pourquoi Madame Léa avait les yeux tout petits? Parce qu'elle pleurait de tomber chez Sav. Mais elle n'avait pas à pleurer. Elle n'avait pas à pleurer. Elle pouvait dire à son père, Lavan, tu m'excuses,
Mais je veux pas. Yaakov, d'accord, mais lui, non. D'accord? Donc pourquoi elle pleure? Elle pleure parce qu'en vérité, c'est vrai qu'elle veut pas, mais comme elle sait qu'elle peut lui faire tchouva, elle s'oblige à vouloir. Et c'est pour ça qu'elle pleure. Ça veut dire qu'en vérité, elle voulait pas se marier par amour, ou par respect, ou par convention, mais elle voulait se marier parce qu'il y avait un tikkun qu'elle devait faire avec Esav. Et alors? Et donc, quand elle s'est mariée avec Yaakov, elle dit ouf, je respire. Je suis pas marié avec Esav, je suis marié avec Yaakov. Ouf. Mais lui, il savait ça. Que Léa devait arranger Esav. Donc il aurait pu lui dire, ah, tu sais, c'est pas bien ce que tu as fait. Tu aurais dû, au lieu d'accepter les simanim de ta sœur, tu aurais dû dire, non, marie-toi avec lui, moi, malheureusement, je vais me marier avec Esav parce qu'il n'y a que moi qui peux le changer. Tu n'as pas voulu. Donc, alors Léa va le faire. Dina va le faire, ouais. Dina va le faire parce que tu ne veux pas le faire. Dina, elle s'est mariée avec ça. Mais elle n'a pas fait. Donc, Avec un de ses descendants. donc c'est pour ça que lui... Non, mais dans les brachot, il a aussi récupéré Léa, Yaakov. D'accord, mais elle aurait pu dire brachot ou pas brachot. Je peux me marier avec toi, ok, mais c'est mieux que je me marie avec Esav. Parce qu'il va changer grâce à moi. Je suis forte. Et d'accord, et comme elle n'a pas fait, alors ça descend à la génération d'en dessous. Donc Dina, donc il aurait dû dire, on va lui proposer à ma fille, peut-être qu'elle acceptera de faire ce que sa mère n'a pas fait. Et lui, il ne propose pas à sa fille. Il la cache. Donc il empêche de son frère, il empêche la possibilité de faire tchouva. Et donc c'est très embêtant cette histoire du judaïsme, c'est pas marrant du tout. Parce qu'il aurait pu la convaincre, il aurait pu lui dire, ma chérie, Alors, est-ce que c'est ma chérie, tu vas... elle est tombée chez Shrem? Voilà. Et donc à ce moment-là, elle tombe chez Shrem. Puisqu'elle aurait dû réparer. C'est vrai que c'était pas très... C'est embêtant d'avoir un oncle qui tue des gens, qui viole des femmes, qui fait des hold-up. Et ça, c'est un bandit. Un voyou. Alors, avec qui elle s'est mariée, votre fille? Avec Abergil de Beersheba, le chef de bande. Ah, c'est beau, c'est Tov, hein? Oui, si vous venez au mariage, vérifiez vos poches. Vérifiez vos poches. Tu acceptes un mariage comme ça, toi, tu dis, mais ça va pas la tête, non? C'est tout ce que tu vas trouver comme Khatan. Et elle a dit, oui, mais c'est son tikkun. Waouh. Donc, il lui dit, tu n'as pas fait ton tikkun, toi, ma femme, alors laisse notre fille la faire. Et Dina, qui est une maîtresse femme, Dina qui était une maîtresse femme, et elle aurait pu lui dire, elle aurait dit, oui, j'accepte. Maman l'a pas fait, mais moi je vais le faire. Parce qu'avec Dina, il aurait filé d'où le père Esav. Non, Dina, c'était pas une flagada. Même Léa. Léa non plus, mais Léa on l'a pas vu. Et donc, il a dit non. Et de là, on voit, donc c'est très important cette histoire-là. Parce que quand tu te maries, par contre, quand il y a une relation quelconque avec quelqu'un dans la vie, sache que c'est pour l'arranger qu'on t'a mis sur sa route. C'est pour ça. Ah ouais. Et donc, et tu as besoin de passer par ça. Donc, tu n'as pas voulu le tikkun avec un homme célèbre. Le fils d'Abraham, Yitzhak, c'était quand même un homme célèbre, c'est ça, bien qu'il était un pourri dans l'action. Voilà. Et tu es tombé avec qui? Avec un Cananéen. Donc elle a fait pire.
Comme il va le dire d'ailleurs, notre sœur est comme une prostituée, c'est tout ce qu'on a fait dans cette histoire-là. Parce qu'elle s'est amourachée de Shrem. Et ça, elle ne le voulait pas, donc elle n'aurait fait pas raison. Mais Shrem, elle l'a voulu. Alors c'est terrible pour Yaakov. Quoi, ma fille, elle a été amoureuse d'un Cananéen. C'est grave. Donc ça veut dire que... Mais dans la Torah, c'est pas marqué qu'elle a été prise, elle a été violée. Non, Oui, mais elle était contre. il a séduite, il y a écrit. Il n'y a pas écrit qu'il a violé. Comme on camoufle qu'elle a été violée, on dit qu'elle a été violée, mais elle a été séduite. La preuve, c'est qu'elle ne voulait plus partir. Et donc c'est un gros problème, hein, c'est un gros problème. Donc, il n'y a pas... au niveau du Shidour, c'est une grande question. Quand quelqu'un se présente, est-ce qu'on doit dire non, alors que des fois c'est la meilleure solution? Dans tous les cas, dans les relations humaines, c'est comme ça. C'est que tu dois toujours te demander, même si ça me dérange, peut-être que c'est ça qui me convient. Voilà. Donc c'est pour ça que la paracha, elle est très très délicate. Oui, mais alors est-ce que Yaakov, il n'a pas été puni Bien sûr qu'il a été puni. Oui, à cause de sa fille. Ben oui. Mais c'est grave alors. Et comment il a pu? Hein? Parce que sa fille a été prise. Non seulement qu'elle a été à Shrem, elle a été mariée, en plus l'enfant a été caché, ils ont jeté la petite... ils l'ont jeté en Égypte, ils l'ont camouflé. Mais moi, je comprends pas. Ah bon, et la petite, elle est devenue quoi? Ben, elle s'est mariée avec Yosef, heureusement pour elle. Mais comment il a encore qu'il Bah oui, en Sinat. T'as pas voulu Ah ouais, je son savais frère? Ma chère, pas chère, quand quelqu'un a beau être un tzaddik, tzaddik ou pas tzaddik, il y a toujours des dioukim, des précisions dans la vie qu'on a du mal à faire et qu'on rate. Mais Rav, c'est pas... Même les tzadikim, ils sont... Même les tzadikim, ils ont une sensibilité qui est des fois... c'est une épreuve trop dure pour eux. Mais Et c'est une épreuve trop dure. C'est que c'est pas naturel que Dina elle épouse son nom. Pourquoi qu'elle épouserait son nom? ça se fait. Non, à l'époque, il y avait une possibilité de... Si Léa n'a pas voulu l'épouser alors qu'ils étaient... Non, Léa, elle était étrangère, donc elle a refusé le challenge. Elle a refusé le challenge alors qu'elle pouvait le faire. Et on te dit, Dina, malgré son jeune âge, elle était capable de le faire. Et C'est pour faire son propre tikkun de soi-même. C'est pas pour arranger l'autre, ça c'est pas Non, normal. c'est pour arranger l'autre quand on est la carrure de ces gens-là. Ça aurait changé le monde que... Mais ouais, ça aurait changé le monde, bah oui. Il aurait certainement fait tchouva Merci Rav, de bonne nouvelle. à l'école tout. C'est une chose très 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 fréquente, comme la Gemara raconte, que si une femme épouse un rachat, elle le transforme en tzaddik. Alors qu'une femme... Alors c'est bien de choisir quelqu'un qui en fait à l'avance. Non, on n'a pas dit le khatrila qu'il faut se lancer dans la gueule du loup. On dit que si ça se présente, c'est plus facile de changer un homme quand on est une femme forte qu'une femme de changer un homme. Ah bah alors... Qu'un homme de changer une femme. Et alors pourquoi on dit c'est Hachem qui choisit les équipes? Si Hachem il aurait voulu, elle serait mariée avec lui. Si vraiment Hachem il aurait voulu. Mais c'était son zivouk. La preuve, c'était quand même son Hachem zivouk. il aurait pu tout faire pour qu'elle se Non, marie. mais Hachem, il se mêle pas. Voilà, il se mêle pas de... Mais elle n'avait pas le libre arbitre puisqu'elle voulait à 3 ans. Non, son père, il est Elle va dire j'ai envie de me marier avec mon oncle. Oui. C'est je suis sûre que Le libre arbitre ne dépend pas de Si sa mère l'âge. n'a pas voulu se marier avec, je ne vois pas pourquoi elle a pu se marier avec. Ben voilà. La preuve que c'est comme ça que c'était, c'est qu'elle est tombée avec Shrem. Mais ça là, if Yaakov a venu laver le roi Hakodesh, tu n'as pas vu ça? Le rapport au Hakodesh, parce Eh qu'on bien, a, de savoir que... parce qu'on a un roi Hakodesh, alors on sait tout. Ah, c'est pas tout. Ben voilà. Voilà, je vous